hebdofranço@rfo.fr, hebdofranço@rfo.fr. Alors, au sommaire de cette édition, les 40 ans de mai 68, on aura le temps de faire quelques réflexions, la crise du Liban, l'échappée d'Obama dans la course à la présidentielle, on voit pas très bien ce qui pourrait maintenant l'arrêter d'être le candidat démocrate, et enfin l'ouverture du festival de Cannes, un sujet un petit peu plus léger. Mais on commence tout de suite avec le Liban. Alors depuis 1975, début de la guerre civile qui a déchiré ce pays jusqu'en 1990, je crois que le Liban n'avait pas connu de moments aussi difficiles, de heurts aussi violents dans le pays. Je crois qu'il y a eu 20 morts, 200 blessés. C'était des affrontements entre les milices chiites du Hezbollah et les soutiens sunnites du gouvernement de Fouad Siniora. Et cette fois, on s'est dit que vraiment le Liban n'allait pas s'en sortir. Et puis, depuis jeudi, sous l'égide de la Ligue arabe, un accord provisoire est apparu au Liban. Alors, Nadia Djedat, j'ai envie de demander, cet accord, c'est le bon ou c'est encore très fragile? Alors, vous l'avez dit, c'est un accord provisoire. Les partis en conflit se sont mis d'accord sur plusieurs engagements. Tout d'abord, le chef d'état-major de l'armée, le général Michel Sleiman, devrait être élu président de la République. Ça bloquait depuis des mois. Voilà, effectivement, le Liban est sans président depuis novembre dernier. Autre engagement pris, il va y avoir un gouvernement d'union nationale qui devrait être constitué et une nouvelle loi électorale. Mais c'est très provisoire. Les discussions devraient avoir lieu au Qatar dans les prochaines semaines. Le calme est revenu pour l'instant. Pourquoi il est revenu le calme? Pas à cause de cet accord concocté par la Ligue arabe, mais il est revenu parce que le gouvernement libanais a annulé les deux décisions qui ont mis le feu aux poudres, si on peut dire ça. Quelque part, le Hezbollah a gagné, les deux décisions qui ont mis le feu aux poudres et qui ont provoqué la colère du Hezbollah. Ces deux décisions, je l'ai dit très rapidement, c'est la mise hors la loi du réseau parallèle de télécommunications du Hezbollah et exactement, et le limogeage du chef de la sécurité de l'aéroport de Beyrouth, qui est considéré comme un proche du Hezbollah. Juste une chose avant de donner la parole à mes confrères, je dirais que ce qui s'est passé montre que le Hezbollah est en position de force actuellement au Liban. Il a pris le contrôle de Beyrouth Ouest en quelques jours. Le gouvernement libanais a reculé quand même devant le Hezbollah, puisqu'il a annulé les décisions que je viens d'évoquer. Mais le Hezbollah est en position de force depuis la fin de la guerre de l'été 2006, où l'armée israélienne n'a pas réussi à vaincre le Hezbollah. Donc le Hezbollah se sent légitimé, se sent beaucoup plus fort et estime qu'aucune décision majeure sur l'avenir du Liban ne peut se prendre sans lui. Est-ce qu'il y a un peu le cas? Alors Dominique Volton, moi je rebondis sur vous tout de suite, si j'ose dire, pas sur vous, sur la réponse de notre ami. La France soutient plutôt mordicus le gouvernement de Fouad Siniora depuis des mois. C'est la bonne solution? Alors la situation... Face à ce que vient de dire justement Nadir. Écoutez, la situation libanaise est non seulement compliquée, parce que si on essaie d'aller au-delà des faits, c'est vrai que le Hezbollah est plutôt... il joue à la fois, le Hezbollah, avec l'appui de la Syrie et l'appui de l'Iran. Et ce sont des chiites. Vous avez en même temps des sunnites, qui eux ont plutôt l'appui des pays arabes. Une partie de la Ligue arabe, mais pas complètement. Vous avez ensuite un gouvernement qui est plutôt pro-occidental, et vous avez ensuite une partie d'opposition qui est anti-occidentale, pour aller vite. Donc nous, la France, on est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire on a tout à fait intérêt par tradition à soutenir le point de vue occidental, donc le gouvernement actuel, mais en même temps, au titre de notre politique arabe et de la tradition, on n'a pas intérêt non plus à être trop, à trop coupé du reste, parce qu'il ne faut pas, surtout qu'on projette une vision trop artificielle en disant le mauvais, les méchants, c'est le Hezbollah, les autres sont les bons. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc on a intérêt, dans la situation actuelle, à naturellement tenir la légitimité politique, et en même temps à tenir compte des modifications des rapports de force. Et c'est vrai, et vous l'avez dit, que le Hezbollah bénéficie d'une légitimité énorme, parce qu'il est la seule force militaire qui a tenu tête et qui a buté les Israéliens. Donc par conséquent, c'est pas seulement des chiites, c'est pas seulement des chiites soutenus par les Iraniens, c'est aussi des chiites soutenus par des Syriens, c'est aussi une partie du mouvement nationaliste, et donc par conséquent, si nous, occidentaux, on veut faire quelque chose dans ce jeu libanais, on a intérêt naturellement à soutenir la souveraineté libanaise, qui du coup se fait en opposition contre la Syrie, mais en même temps ne pas caricaturer les camps. Donc je trouve que ça demande de l'intelligence, de la culture, et si je puis dire, à tenir le camp du gouvernement actuel, tout en étant sensible aux mutations qui traversent la société libanaise, parce que c'est politique. La pire des choses, pardon, je finis, c'est vrai que ça se termine en une guerre religieuse,
de communauté entre des sunnites et des chiites. Et c'est pas écrit d'avance que ça se terminerait comme ça, pas du tout. De toute façon, on a fait tellement de guerres de religion en Europe qu'on est mal placé pour donner des conseils et donner des leçons. Mais c'est vrai que la pire des choses serait que les conflits politiques se transforment en conflits communautaristes à caractère religieux. Parce que ça, c'est la pire des choses. Dans un Liban qui est un puzzle. Hein. Voilà. Alors, Francis Taloupeau, j'ai envie un peu là encore de continuer. Est-ce qu'on n'assiste pas aussi au Liban à une lutte, je dirais, par procuration entre des puissances comme les Iraniens, dont on sait qu'ils soutiennent le Hezbollah, et la Syrie, dont on sait qu'ils soutiennent aussi le Hezbollah, et puis les États-Unis, ou le reste de l'Occident de manière plus générale? Évidemment, parce que chaque pays, donc, je pense aux États-Unis notamment, à la France aussi, parce que pour la France, le Liban est une vague nostalgie, comme ça. Oui, parce qu'on parle beaucoup français, c'était un pays francophone pendant longtemps. Voilà, j'aimerais revenir tout à l'heure d'ailleurs je pense qu'il faudrait qu'on définisse clairement pendant cette émission ce qu'est le Liban. Enfin, bon, ça sera un chapitre sur lequel j'aimerais revenir. Un morceau de la Syrie de Non, c'est plus compliqué que ça, en fait, de mon point de vue en tout cas. Je veux dire que c'est vrai que politiquement, je veux seulement dire, du point de vue de le Liban. On va laisser Francis finir, mais c'est important ce que vient de dire notre ami Volton, parce que ça justifierait un peu les vues de la Syrie sur le Liban. Alors si vous me demandez si c'est un peu ce que dit l'ami Volton. Si le Liban est une fois de plus le théâtre de lutte politique qui se situe au-delà même des Libanais, c'est une réalité. D'ailleurs, le voyage de George Bush qu'il vient d'effectuer en Israël le montre très bien. Les déclarations qui ont précédé ce voyage, cette condamnation systématique du Hamas, de l'Iran et de la Syrie aussi. C'est-à-dire que quand on se place en position de médiateur dans un conflit, dans une partie du monde, et qu'avant même de se rendre en Iran, le président Bush manifeste un tel parti pris aussi radical, je pense que les propos de Bush viennent de le disqualifier définitivement en tant que médiateur dans cette crise de cette partie du monde. Je ne sais pas s'il avait l'intention d'être médiateur. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'à la fin de son mandat, il avait envie de devenir humain. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Bon, on va laisser Francis Taloupeau s'exprimer. Je veux dire simplement que ce n'est pas le meilleur service, en tout cas pour l'instant, qu'on peut rendre au Liban. Et si tant est qu'on puisse encore aujourd'hui rendre un service au Liban, mais enfin j'aimerais y revenir tout à l'heure pour justement redéfinir très clairement, de mon point de vue, ce qu'est le Liban, ce qu'il représente, me poser la question de savoir si le Liban existe réellement. Oui. Une formation. Je serais ravi de poursuivre là-dessus. Voilà, Francis il a posé la vraie question. C'est un fait politique international, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un fait. Bien sûr, mais personne ne remet ça en cause. Mais en fait, c'est sur le fait que, historiquement, le Liban peut-il être un État et peut-il avoir un seul peuple? Le Liban, alors là, moi je poursuis, si j'ose dire, la réflexion de Francis et de Dominique. C'est un morceau de Syrie pour les Français et pour les catholiques. Au départ, c'est ça le Liban. Et d'ailleurs, la Syrie elle-même étant inventée aussi par les Anglais. Il n'y a pas... Tout ça était un... Est-ce que c'est pas de nombreux pays aujourd'hui, après la décolonisation... La France, elle est inventée par personne. Oui, non, mais je parle de nombreux pays. Attendez, voilà. Dominique, on va s'arrêter une seconde parce que l'heure des pigeons a parlé. Je veux dire par là, et je crois que c'est pour faire avancer le débat que je pose la question, il y a de nombreux pays aujourd'hui, qui soient en Afrique, en Asie, issus de la colonisation, qui ont des frontières très mais ça pose un problème d'ailleurs, ça pose un problème grave. Bien sûr, ça pose un problème très grave. Deuxièmement, je poursuis dans ma logique. Moi, je pensais à ça en venant ici. Je pense que historiquement, le Liban ressemble beaucoup à ce que fut l'État éphémère du Mexique. Sous Napoléon III, c'est-à-dire une tentative de la France de créer un royaume catholique. En Amérique, c'était en opposition aux États-Unis protestants, et là, c'est un royaume catholique en opposition au monde musulman. Je fais cette analogie comme ça, je pensais à ça. Et aujourd'hui, la majorité de la population libanaise n'est pas chrétienne. Justement, donc c'est pour ça que le Liban est condamné à mort. Parce que le Liban n'était qu'une invention. Parce que vous dites que l'enveloppe libanaise étant faite au départ pour les chrétiens, elle explose avec la présence d'autres religions. Non mais oui, c'est une interprétation. Évidemment. Non mais on essaie de comprendre. Avant de juger, on essaie de comprendre. Évidemment, c'est une interprétation. Bah oui, évidemment. Alors, donc je pense qu'il est condamné pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la mort annoncée du Liban donne raison, paradoxalement, à ceux qui, en Israël, ne veulent pas entendre parler d'un État binational et d'un État multiculturaliste, parce que ça veut dire que la démographie règne et que, donc, les chrétiens, comme les juifs là-bas, seraient dominés par la majorité arabo-musulmane. Et je pense une dernière chose, je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement un double mouvement que je constate dans tout le monde arabe qui est très intéressant sur 20-30 ans. Premièrement,
on expulse ces minorités qu'on avait protégées pendant 1000 ans. C'est-à-dire juifs et chrétiens. On le voit en Égypte, on le voit dans des tas d'États. Il y a un processus d'expulsion de ces dhimmis, de ces minorités qu'on avait protégées, que le monde arabe avait protégées pendant des siècles. L'Empire ottoman. Exact, Dominique. Le monde ottoman, absolument. Le monde musulman, ottoman-musulman, absolument, Dominique. Vous avez raison. Tout à fait. Et deuxièmement, il y a un processus de dislocation et de guerre interne au monde arabo-musulman entre sunnites et chiites pour la domination de ce monde arabo-musulman entre les Iraniens et l'Arabie Saoudite, qui sont les deux leaders de ces deux mondes-là. Iran ou Arabie Saoudite. Alors beaucoup de réactions. Alors d'abord Nadir Djenad, ensuite Dominique Golton. Juste une chose, tout d'abord, je ne suis pas devin, mais je ne sais pas s'il faut dire que le Liban est condamné à mort. Faut demander ça aux Libanais. Une seule chose, là quand même, une seule chose. L'État libanais a capitulé. C'est-à-dire devant l'État dans l'État que signifie le Hezbollah. C'est une capitulation. C'est comme si Richelieu avait capitulé devant les protestants. S'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut au moins dire, c'est ce que j'ai compris, on peut au moins dire, s'il vous plaît, on peut au moins dire que le Liban actuellement a deux centres de pouvoir. Je pense que là-dessus, nous serons tous d'accord. Oui, d'accord. Mais il y a quand même un fort sentiment. Il y a quand même un fort sentiment nationaliste chez les Libanais, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient chiites, qu'ils soient druzes. Ils se sentent très libanais. Et d'ailleurs, c'est discutable. Oui, voilà, merci. Les Libanais que j'ai rencontrés. On va laisser Nadir terminer sa phrase. Les Libanais que j'ai rencontrés, qu'ils soient chrétiens, druzes ou chiites, partagent cet avis. Là, il existe une souveraineté libanaise. Et il n'existe pas de souveraineté. Il y a peut-être un sentiment, mais la souveraineté, non. Attends, Éric Zemmour, on va vous demander, Éric Zemmour, de vous calmer un petit peu, parce que je me sens très... C'est mon avis. C'est intéressant. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu... Par exemple, les manifestations contre la Syrie, il y a peu de temps. On a vu quelque chose d'intéressant aussi dans cette nouvelle crise qui n'a pas été relevée, c'est le rôle de l'armée. L'armée libanaise n'est pas intervenue justement entre le Hezbollah et ce qu'on appelle la majorité pro-occidentale. Pourquoi l'armée n'est pas intervenue? Je trouve que c'est très intelligent, parce que si elle serait intervenue, là par contre il y aurait une vraie guerre civile. Parce que justement l'armée est garante de l'unité nationale du Liban. Et pourquoi elle est garante de l'unité nationale? Parce qu'en son sein, il y a à la fois des chiites, à la fois des sunnites et des chrétiens. Tout le monde est là. Ça s'appelle un arrangement, c'est une sorte de compromis historique. Mais Nadir parlait de sentiment national. Est-ce que je peux Vous faites pas de gentillesse, ça nous fait perdre du temps. Francis, allez-y. Nadir parlait de sentiment national. Il me semble que, justement, le Liban n'est fondé que sur des sentiments. Le Liban, c'est une nostalgie française. Une sorte d'appendice turbulent et schizophrène de la Syrie. Et quand vous parlez, je veux dire, de ce sentiment d'appartenance, bon, il y a plus quand même de Libanais expatriés dans le monde qu'il y a de nationaux sur le territoire, notamment en Afrique. Non, mais je veux dire que c'est la même chose pour Israël. On va laisser finir. D'accord. Parce que vous avez aujourd'hui, mais vous êtes tous bien énervés. Ce qu'on constate, et les Libanais même le reconnaissent, c'est-à-dire qu'il y a de mauvaises plaisanteries que je ne vais pas reprendre ici, je veux dire qu'entre Libanais et Syriens, je veux dire que sur la réalité du Liban, qui montre bien que le Liban est une sorte de no man's land. Peut-être une nation en devenir, mais en tout cas c'est un non-sens étatique pour l'instant. Et personne n'a le courage de dire clairement, et d'ailleurs Bush, cette espèce d'insistance systématique de Bush à vouloir condamner la Syrie, à mettre la Syrie en avant, à mettre la Syrie en garde systématiquement contre le Liban, c'est une manière de reconnaître en creux une réalité historique qui est simplement que le Liban est un prolongement de la Syrie et qu'il y a une convention non admise de tous, que ce Liban reste ce qu'il est. Vous parlez tout à l'heure justement des frontières artificielles. Le Liban n'est pas le seul pays qui soit fondé sur des frontières artificielles, sur une convention artificielle. Cela existe aussi en Afrique. La différence justement, c'est qu'en Afrique, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, dès les années 60, a institué l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Donc c'est une convention admise par tous les pays africains, et définitivement. Mais est-ce que ce consensus existe dans cette région où se trouve le Liban aujourd'hui? Ce consensus n'existe pas. Aujourd'hui, il me semble que ce sont les Occidentaux, notamment la France et les États-Unis, qui projettent des fantasmes historiques sur le Liban pour en faire une réalité. Peut-être aussi les Libanais. Voilà. Peut-être aussi un peu les Libanais. On va laisser Dominique Golton conclure sur le débat. C'est une opinion. On va laisser Dominique Golton conclure sur ce débat qui ne comprend pas votre opinion, Francis. Oui, parce que le Liban, c'est un pari politique, culturel, religieux. Ça, c'est sûr. C'est un État souverain qui est venu, comme toujours, après la décolonisation entre les Anglais et les Français. C'est pas du tout uniquement un État chrétien, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens. Vous avez au Liban des laïcs.
vous avez des druzes, vous avez des chrétiens, vous avez des sunnites et des chiites. Et pourquoi c'est un pari politique, culturel et religieux? C'est parce qu'effectivement, cette marmite que représente le Liban est pour moi un état d'avant-garde extraordinaire pour l'avenir. Autrement dit, si des pays comme le Liban disparaissent, ça veut dire que derrière Israël peut disparaître, ça veut dire que la Jordanie peut disparaître, ça veut dire que tous les États qui sont traversés par des conflits religieux et politiques violents ne peuvent pas exister. J'ai pris la Belgique en Europe, comme on aurait pu prendre la Yougoslavie avant qu'elle éclate. Autrement dit, en quoi le Liban intéresse le monde entier, c'est est-ce qu'il est possible, ou non, quelles qu'étaient les conditions historiques de la naissance d'un État, quelles que soient les pressions qui sont sur lui, de faire qu'un État de multiculturel, multireligieux, qui a beaucoup d'intelligence, et les Libanais, malgré tout ce qui les sépare de haine et de colère, ils sont capables de vouloir sauver le Liban. Donc moi je suis, si je puis dire, observateur avant tout. Puisque les Libanais veulent exister, il faut se débrouiller pour le laisser exister. Dites-vous que ça intéresse le monde entier. Ça intéresse le monde entier pour une raison très simple. Je répète la phrase. Le monde, il y a dans le monde entier un certain nombre de grands pays ou petits qui sont que des pays de conflits culturels, politiques ou religieux. Et si au XXIe siècle, on n'est pas capable de garantir, j'ai pris 3 exemples, la Yougoslavie, la Belgique, l'Israël, l'Afrique du Sud, et il y en a au moins une quinzaine, le Pakistan, vous avez des risques d'embrasement complet. Donc pour nous, le Liban, ça intéresse le monde entier. Et ça nous intéresse. Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'un petit État intelligent, cultivé, fin et raffiné comme le Liban disparaisse. Nous avons intérêt, le fait qu'il y ait une diaspora libanaise plus nombreuse à l'extérieur, il y a plein de pays comme ça. C'est la même chose pour les Pays-Bas, c'est vrai pour Haïti. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un pari, attendez. Donc c'est un pari qui concerne vous permettez, c'est un pari qui concerne la communauté internationale. Et enfin, je voulais dire une chose. Il y a un retour pour l'instant du religieux au Proche et au Moyen-Orient, avec notamment un affrontement qu'on n'avait pas vu venir une fois de plus entre des sunnites et des chiites, même s'il y a un rapport de force. Mais nous avons une autre tradition au Proche et au Moyen-Orient, dont on oublie ce qui a fait la force, c'est la tradition nationaliste et la tradition laïque. Et nous avions 2 États fortement laïques, la Syrie et l'Irak. Et dans le jeu des rapports de force avec le pétrole, on a complètement oublié cette tradition. Et quand vous regardez le nationalisme arabe et le nationalisme laïque, et il ne faut pas oublier l'Égypte là-dedans, vous aviez 3 États qui avaient des points de vue laïques, et donc on avait un Proche et un Moyen-Orient qui était très intéressant, avec des dimensions religieuses et des dimensions laïques. On a mis tout ça par terre par les intérêts, la folie des hommes. Débrouillons-nous. La folie de certains hommes, dirons-nous. Bien sûr, mais des hommes politiques, des intérêts économiques, du pétrole, etc. Les hommes sont toujours fous. En gros, du gouvernement américain, quoi. Si vous voulez, le Liban, c'est aussi important pour l'avenir que la Belgique en Europe ou qu'Israël est dans la Yougoslavie pouvait l'être. Israël et les Palestiniens. Il faut arriver à une situation de paix là-bas. Et nous avons un problème. Et ne pas prédire la disparition des États comme ça, parce que d'abord, si je puis dire, c'est pas notre responsabilité, et c'est pas ce que. Le débat est intéressant, donc je vais donner la parole à Éric Zemmour, puis on va conclure parce qu'on a beaucoup dépassé, mais je crois que là, on arrive à cœur du problème. Moi, je vais très vite, simplement, c'est ce qui me sépare de Dominique, et je pense que Dominique fait du wishful thinking, c'est-à-dire qu'il pense du wishful thinking, c'est-à-dire il pense ce qu'il veut. Non, attendez, sur un point, c'est sur la viabilité. Non, mais sur la viabilité. D'abord, je veux qu'Éric Zemmour explique ce que c'est que cette expression. C'est-à-dire qu'il analyse ce qu'il désire. Voilà. Il ne désire pas ce qu'il analyse, mais plutôt il analyse ce qu'il désire. Exactement. Mais on fait tout ça, on fait tout ça, c'est pas un reproche. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les États multiculturels ne sont pas viables, qu'il faut une culture dominante qui s'impose. Voilà. Et donc c'est notre deuxième débat. C'est postulat personnel. Exactement, mais comme lui, on a 2 postulats. Alors, ne perdons pas de temps avec 80% des États sur Terre sont multiculturels. C'est pas vrai. 80%. C'est pas vrai. Sur le pourcentage, on verra après. On laisse finir avec Deuxièmement, on va laisser finir. La France est elle-même un État multiculturel. Non, c'est faux. C'est complètement multiculturel. Non, enfin, s'il vous plaît. Mais c'est faux. Mais non, mais c'est pas. Vous confondez multiculturel et multiracial comme d'habitude. Mais c'est pas de fond. On va laisser. Dominique Volton, on va. S'il vous plaît, là on est en train de se perdre. J'aimerais qu'on reste sur ce qu'on est en train d'évoquer, à savoir le Liban. Deuxièmement, donc je pensais pour ça que je crois le Liban condamné. Deuxièmement, je pense quand il dit qu'il y avait des États laïques, l'Irak et la Syrie et l'Égypte, ce n'étaient pas des États laïques, c'était des dictatures, effectivement, qui tenaient sous un discours nationaliste la religion à leurs mains, à leurs bottes. Mais un État laïque, un État que de la dictature politique. Un État laïque. Oui, je suis d'accord. Le parti, c'était une dictature comme les communistes étaient une dictature d'un parti.
la laïcité, c'est une invention française, d'ailleurs ce mot, c'est un mot français, et ça veut dire pas seulement... Ça existe en Turquie aussi. Non, c'est une invention, mais les Turcs, mais Mustafa Kemal imite les Jacobins français, il fait venir les... Ah oui, donc ça a bien existé, La France n'est pas le centre du monde. C'est l'histoire. Non, la France n'est pas le centre du monde. C'est de ma faute, j'ai relancé un débat. Est-ce que vous pouvez cesser de faire les codes dans la basse-cour, s'il vous plaît? Si, mais évidemment que si. S'il vous plaît. Bon, on va s'arrêter là pour ce point, parce que on va laisser Éric Zemmour terminer. On se garde. Là, ça fait code dans la basse-cour. Non mais attendez, parce que alors, c'est évident, on se calme la un peu. laïcité, c'est la religion confinée au privé, c'est-à-dire dans la sphère du privé, ce qui n'est jamais arrivé dans le monde arabo-musulman. Jamais. Voilà, c'est tout. On arrête là. On va revenir sur les bancs parce que malheureusement, je crois que l'actualité nous donnera l'occasion d'y revenir. Et je crois qu'on a dit aussi, on a ouvert des pistes aujourd'hui intéressantes. Hein. On a ouvert des pistes et il ne s'agit pas d'avoir des petites piques comme ça. Je crois qu'il y a des états de réflexion très différents les uns des autres, qu'il faut savoir se respecter dans le débat et savoir y revenir la semaine d'après. Non, Dominique. Oui. Le Liban, comme dans beaucoup d'États. Nadir. Oui, mais attendez, c'est important à dire pour généraliser le raisonnement. Oui. Je m'excuse. Vous avez des États confessionnels, multiculturels, multipolitiques, multireligieux, dans lesquels l'armée joue un rôle essentiel de cohésion Le sociale. ciment Ça peut national. basculer d'un côté, mais si ça reste un arbitre, C'est très démocratique. Bon, allez, on avance un petit peu parce qu'on me signale, Dieu me signale là-haut que ça fait déjà 22 minutes que l'on parle du Liban. Ça mériterait beaucoup plus, bien sûr, mais bon, on n'a qu'une émission. Hein. Alors bon, moi je voudrais qu'on revienne un petit peu aux États-Unis pour la dernière fois. On va être un peu plus rapide parce qu'on en a souvent parlé ici. Mais enfin, quand même, hormis un cataclysme national ou international, Barack Obama sera le candidat démocrate. Alors moi j'ai envie de poser une question toute simple à Nadir Djellad. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les modifications... Non mais, bon américain. Nadir, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On va lui mettre quelque chose dans son verre d'eau, peut-être. Hein. Bon, aujourd'hui, il y a quand même quelques modifications, notamment l'attitude d'Hillary Clinton et l'attitude de nombreux démocrates qui l'ont soutenu, qui se tournent vers Obama. Et puis, l'arrivée d'un peut-être nouveau candidat républicain, le Bob Barr. Donc, John McCain risque d'être un peu fragilisé avec Bob Barr. Est-ce que ça change? Parce que je me souviens de votre raisonnement en disant mais les Américains voteront plutôt McCain que Barack Obama. Alors aujourd'hui, je vous repose la question. Vous avez toujours la même opinion ou ça a changé? Écoutez, bon, il est difficile de faire des prévisions comme ça. Non, mais allez, on laisse notre ami Nadir parler. Je maintiens. C'est une opinion. Le citizen Nadir. Mais moi je suis sur Staline, Nadir. C'est une opinion. Allez, c'est les Américains. S'il vous plaît, si quelqu'un me demande après comment on aura parlé, de quoi on en parlait, on va tous s'en souvenir. Nadir, on vous laisse la parole. C'est une opinion. Moi, je pense que John McCain a toutes ses chances de gagner l'élection présidentielle. Il a d'autant plus ses chances aujourd'hui que la primaire démocrate s'éternise, hein, malgré quand même que Barack Obama... on peut dire quand même que... Bon. Oui, mais elle a été féroce, il a raison. Oui, la campagne a été féroce. Je pense qu'il y aura des traces, il y aura des séquelles. Et pendant ce temps, John McCain, lui, parcourt l'Amérique, fait campagne et récolte des fonds. Bon, voilà. Mais en tout cas, à propos de Barack Obama, c'est vrai qu'il a franchi quand même une étape supplémentaire. Cap, là, hein. Voilà, il a reçu le soutien cette semaine de John Edwards, l'ancien sénateur de la Caroline du Nord. Oui, exactement. Donc petit à petit, vous l'avez dit, les pontes du Parti démocrate se rangent derrière Obama. Alors pour vaincre McCain, Barack Obama doit rester le même, je pense, hein, doit, à mon avis, se faire campagne comme il l'a fait, savoir sur le thème du changement. Ça lui a plutôt bien réussi. Donc il pourrait vaincre on sent Nadir un peu plus hésitant que d'habitude. Alors, Dominique Volton, moi j'ai une question à vous poser. Il est le représentant du Parti républicain. Allons sur ce plateau. J'ajouterais qu'il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis. Voilà. Et vous ne dites pas ça pour Dominique Volton. Bon, alors, moi j'ai une question pour vous, mon cher Dominique Volton. Pourquoi Hillary Clinton a-t-elle perdu? Alors, pourquoi a-t-elle perdu? Parce que je pense, et c'est pour ça que c'est formidable la politique et la politique démocratique, c'est que quelque part, des hommes ou des femmes symbolisent des choses qui les dépassent. Et cette femme qui, pendant des années, a symbolisé l'émancipation des femmes, l'intelligence, la capacité de tenir, etc., elle a été dépassée par un autre symbole qui est en train d'arriver. Pas seulement un problème d'âge, quoique ça joue, et parce que cet homme, moitié américain, moitié kényan, moitié métis, avec cette espèce d'un charme qui vient d'ailleurs, il a représenté, peut-être, on verra bien, une autre étape de l'histoire américaine ou de l'étape de n'importe quel pays. Donc on pensait franchement qu'elle était le bon acteur au bon moment.
Et son discours, sa posture, son comportement, c'est pour ça que la télévision, on ne dira jamais assez comment la radio et la télévision... Elle a pris un coup de vieux, comme on dit. Quoi. Oui, mais politiquement, pas seulement, oui, mais surtout dans la raideur, si vous voulez. Et c'est pas de la com, c'est de la communication politique, parce que quand une campagne dit à juste titre si longtemps que ça, c'est la personnalité qui se révèle. Et du coup, ce qu'elle porte comme force, a été dépassé par l'émergence d'autres aspirations. Et on peut pas critiquer ça en disant mais c'est de la personnalisation, c'est pas du contenu politique, c'est pas vrai. La politique moderne, c'est des hommes, c'est des hommes et des femmes. Alors, je voulais dire deux choses aussi encore. Parce qu'on essaie de rattraper le temps perdu tout à l'heure. Si Obama passe, en tout cas, c'est qu'il y en a peut-être marre des familles, parce qu'ils se sont tapés, les Américains, les Kennedy, les Reagan, les Clinton, les Bush. Et donc, si vous voulez, là, le gars, il arrive. Bon, et en plus, il est un symbole multiculturel d'ouverture. On verra. Et donc, je sais pas si Ken passera, mais si vous voulez quand même. Et moi, j'ai envie de dire, en tant qu'Européens, on a quand même intérêt à ce que ce soit Obama qui passe, parce qu'il ouvre une autre porte. Et le génie de la politique, c'est qu'on peut ouvrir des portes, c'est jamais des couilles. Avant de donner la parole à Éric Zemmour, qui piaffe d'impatience, Francis, au travers de cette ascension fulgurante quand même de Barack Obama, est-ce qu'on est en train, on critique souvent les États-Unis, pour le dire clairement, dans notre pays, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une leçon de choses de la part de l'électorat au moins démocrate américain, qui, Barack Obama est métis, Barack Obama noir, Barack Obama, pardon, est noir en tout cas, et ça n'a pas posé l'ombre d'un problème, quoi. Alors que pendant longtemps... On verra non mais pour l'instant, au moins dans l'électorat démocrate... C'est pas tout à fait vrai. Non, on en a parlé, il n'y a jamais eu la preuve. Eric va y revenir. Mais Barack Obama n'a pas eu comme obstacle la preuve là où il en est, le fait que ce D'accord. Il a gagné quand même. Il a gagné quand même. C'est le quand même qui est important. Oui, évidemment, c'est le quand même sur lequel je me suis. Alors, Francis, vous acceptez cette expression de Dominique Volton? Il a gagné quand même. Sous-entendu, sa couleur de peau pouvait être un obstacle. Avec moi une fois. Ça m'arrive. Francis, allez, on est en retard. Non, mais, il a gagné quand même. Oui, quand même et pas quand même, parce que les États-Unis, c'est quand même compliqué. C'est compliqué parce que du point de vue américain, selon là où l'on se trouve aux États-Unis, on peut considérer l'ascension de Barack Obama comme à la fois irrésistible et tout à fait normale. Parce que je crois que nous avons souvent tendance à regarder les États-Unis avec nos lunettes européens ou français, en fait de ce côté-ci du monde en tout cas, et oubliant que ce pays a une histoire très très particulière. Notamment, j'entends souvent dire, quand on parle justement des Noirs d'Amérique, ou de Barack Obama notamment, on assimile son ascension, par exemple, à la question de l'immigration. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Je veux dire que Barack Obama est un Américain. Je veux dire qu'il n'est pas issu de l'immigration. Il n'est pas non plus aussi. Il n'est pas considéré il n'est pas descendant d'esclaves non plus, quelque part. C'est une particularité. C'est une particularité. Enfin, pour lui en tout cas. Cela étant, quand même, parce que, à un moment donné, parce que les choses sérieuses ont commencé enfin. C'est-à-dire que la vraie campagne, l'affrontement entre Michael et lui, et Barack Obama, et à un moment ou à un autre, on verra à nouveau ressurgir la question raciale. C'est évident. Parce que je vous rappelle quand même que pendant cette campagne primaire, un des moments les plus détestables de cette campagne, de cet affrontement Hillary Clinton et Barack Obama, fut le fait d'avoir mis en avant dans les médias les relations entre Barack Obama et ce fameux révérend, pasteur noir qui tient des propos évidemment plus proches de Farrakhan, en tout cas que de Barack Obama. Des propos très radicaux. Il se fait qu'ils ont des relations anciennes, très proches et plutôt intimes. Alors on va laisse-moi finir. On va laisser. Je vous laisse finir. Oh là là. Non mais c'est important à relever. Parce qu'à un moment donné, tous les commentateurs disaient, ça y est, Barack Obama, c'est foutu, parce qu'il a été pris en flagrant délit de cohabitation, ou en tout cas de collusion, de complicité avec un révérend raciste. Eh ben non. S'il fallait condamner tous les chefs d'État, tous les présidents américains, blancs, qui ont eu dans leur famille, proches d'eux, tout près d'eux, des gens qui ont tenu des propos racistes, aucun n'aurait été président. Et d'ailleurs, Barack Obama, qui a eu une riposte absolument intelligente, a regardé dans les yeux l'Amérique et leur a dit, c'est notre histoire commune. Nous devons assumer nos contradictions. Parce que moi, Barack Obama, j'ai été élevé par une grand-mère blanche qui tenait des propos racistes à la maison, tout en m'élevant moi, qui suis à la fois blanc et noir. C'est cela l'Amérique, c'est la complicité de l'Amérique. Donc, il pourrait gagner, tout simplement, et il pourrait gagner quand même. Non, alors, question Éric Zemmour. C'est vous qui concluez, et on n'interrompt pas parce que sinon on n'aura pas le temps de parler du reste. Un président métis à la tête du plus puissant pays de la planète, c'est l'avenir?
Bien sûr, c'est formidable. C'est à Éric Zemmour que je pose la question. J'ai pas compris. Allez, Éric. Alors, c'est l'avenir. Moi, je pense comme Nadir qu'il ne va pas gagner. Voilà. Mais je peux me tromper. Mais vous êtes deux. Non, j'ai pas dit dommage, j'ai dit je pense. Allez, on laisse Éric Zemmour Vous s'exprimer. analysez ce que vous désirez, Éric Zemmour. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Retour à l'envoyé aérien. Absolument. Oui. On sait toujours pas ce que ça veut dire. Hein. Si, c'est exactement ça. Allez, répétez-le. Le wishful thinking. C'est contre Alors, la réalité et ses désirs. Alors, allez, premièrement, je je vais revenir très très vite. Parce que c'est d'après moi, ça se groupe. Hillary Clinton incarnait l'affrontement de la génération post-68 c'est-à-dire le féminisme, etc., contre la lutte contre ceux qui voulaient résister à ce mouvement et qui étaient incarnés par Bush. Donc je pense qu'elle a montré au-delà, ce qu'a dit Dominique très justement sur les familles, le retour de Bill Clinton, etc. Au-delà de ça, je pense qu'elle était dans un combat dépassé aux États-Unis qui avait déjà eu lieu dans les années 90 et que les conservateurs avaient gagné, premièrement. Deuxièmement, pour la question, puisqu'on parle de la question raciale, c'était le moment le plus sulfureux, le plus passionnant par ailleurs, et en même temps le plus gênant, c'est cette histoire évidemment avec le révérend, parce que c'est non seulement l'histoire de la question noire, mais c'est aussi l'islam, parce que c'était le deuxième prénom d'Obama qui était Hussein, et que tout s'est coagulé là-dedans, et que vous avez remarqué que Hillary Clinton n'a dû sa survie pendant 2 mois que parce qu'elle a récupéré à cette occasion l'électorat blue collar, comme ils disent, pardonnez-moi mon accent, c'est-à-dire les cols bleus, c'est-à-dire les ouvriers, et que ça s'est poursuivi en une discussion passionnante d'ailleurs, comme alors là je suis d'accord, les Américains c'est souvent passionnant les campagnes présidentielles américaines, contrairement à ce qu'on dit bêtement en France, parce que la discussion s'est poursuivie sur le protectionnisme, parce que je pense que ça va être la vraie question de la campagne présidentielle. Exactement, parce que le libre-échange est en train de détruire, comme en France, la classe ouvrière américaine et l'industrie américaine. Et donc toute cette discussion est liée. Maintenant, troisième chose sur votre président métis, je pense qu'il y a une espèce de fascination politiquement correcte. Je ne savais pas que c'était votre président. Mais bon. Moi non plus. Non, j'ai dit votre question, j'ai pas dit votre président. Pardon pour le lapsus. Allez, je voulais dire la question. Parce que là, je pense qu'il y a une fascination moderne, bien pensante, je crois qu'il est du politiquement correct. Exactement, du politiquement correct, qui est antithétique d'ailleurs de la fascination pour la pureté de la race qui est honnie aujourd'hui, qui a été jadis, on sait on est bien d'accord. Donc il y a une fascination antithétique. Il y a moins de gens que les ça c'est évident. On a une fascination antithétique pour le. Je peux parler. Oui, mais j'ai toujours symboliquement. Dominique Volton, j'ai toujours pas compris ce que Éric Zemmour voulait dire. Donc si vous le laissiez parler, ça serait bien. Merci. S'il vous plaît. Allez, Éric Zemmour. On vous écoute et on aimerait bien terminer. Symboliquement antithétique, la fascination pour le métissage. Je pense que, comment il s'appelle, Obama a joué toute ce qu'il est la mode d'appeler aujourd'hui le storytelling, c'est-à-dire le récit de campagne de Obama, a joué là-dessus. Et ce qui est mais si, bien sûr que si. Et ce qui est pas d'ailleurs, il séduit lui, il ne séduit pas les ouvriers, il séduit les jeunes et il séduit les intellectuels. Oui, exactement normal, parce qu'il tient ce discours moderne et politiquement correct. On va laisser Zemmour terminer, Éric Zemmour va terminer, parce que là sinon on va jamais s'en sortir. S'il vous plaît. Je dis simplement que c'est passionnant on conclut, cette campagne, parce qu'on a vu. Et d'ailleurs, il a été très intelligent là, je suis. Ici, c'est juste. Non, mais Eric, c'est pas juste de dire qu'il y a une fascination. Quand vous dites qu'il y a une fascination, ça veut dire au fond que pour Obama, il surfe une vague, puis une vague. Mais bien sûr. Mais nous, vous dites ça. Mais ça veut pas dire qu'il est pas intelligent, ça veut dire qu'il est pas bon. C'est pas ce que veut dire. Intelligent de surfer. On va laisser. Fascination ou pas fascination. Quand on dit fascination, il semble que c'est facile, mais Obama est quand même arrivé. Obama est quand même arrivé à ce point par la porte étroite. C'est la voie étroite. Sa campagne est extrêmement difficile avec tous les handicaps. Et donc être métis, ça reste encore un handicap. Oui, mais c'est aussi un avantage. Non, voilà, on s'arrête là. S'il vous plaît, Jean-Luc va me redonner la parole. S'il vous plaît, vous êtes gentil. Chacun va prendre la parole à son tour. Parce que là, Éric Zemmour, s'il vous plaît. Non, personne ne termine. Ça ressemble de nouveau à une basse-cour avec des coques et le poil hérissé. Alors, personne, aucun téléspectateur n'arrivera à comprendre quoi que ce soit de ce que vous racontez, parce que vous parlez tous en même temps. Dominique Volton, si vous parlez tous en même temps, personne ne vous écoutera. Je ne savais pas. Alors, est-ce que vous voulez avoir la gentillesse, s'il vous plaît, de revenir à un débat
un peu plus serein. C'est pas ça le problème. Quand quelqu'un sur le plateau dit des choses qui sont tellement loin de tout, mais c'est pas vrai. Vous permettez, vous ne vous étonnez pas que les autres réagissent. Et au lieu de dire que c'est une batterie de coq, vous pourriez dire celui qui dit n'importe quoi, il suscite évidemment des réactions. Je ne vous permets pas de dire que je dis n'importe quoi. Alors, on va continuer. Oui, une fascination pour le métissage, pas pour les métis. Éric Zemmour, une fascination géologique. Vous avez qu'à voir la publicité Benetton depuis 20 ans. Mais c'est pas Benetton qui fait de la politique. On va pas parler de publicité aujourd'hui. On aura là encore l'occasion d'y revenir. Décidément, les débats s'enchaînent et les polémiques aussi. Bon, vous me direz au moins le téléspectateur aura de quoi, du grain à moudre dans ces débats. On va essayer de... Parce que là, on est déjà, je crois, il nous reste à peine une vingtaine de minutes pour l'émission. Hein. On va essayer de parler de mai 68. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup plus calme. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de poser une première question à Dominique Volton. Tiens, qu'est-ce que vous faisiez, vous, en mai 68 ? Vous étiez étudiant sur les barricades ? Moi, j'étais étudiant très politisé. J'étais à Sciences Po, en faculté de droit, et je me suis assez vite ennuyé sur la rhétorique politique. Donc en fait, ce que j'ai le mieux aimé moi dans mai 68, en dehors des événements politiques, non, c'est simplement que j'ai fui cette rhétorique trop politique et ce qui m'a beaucoup appris, je suis resté beaucoup avec le milieu artistique et notamment le théâtre. Et en fait, les gens du théâtre et des arts du vivant... qui a l'occupation de l'Odéon, je parle. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà. Ils se posaient des questions de création culturelle, ils s'occupaient de création culturelle au-delà de la rhétorique politique. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, et que mes petits camarades me disaient, mais qu'est-ce que tu as à t'occuper de ces trucs culturels? Les trucs politiques sont fondamentaux. En fait, j'avais simplement un petit décalage. Voilà, et après, comme par hasard, j'ai commencé mes recherches là-dessus. Mais bon, j'ai pas un souvenir extraordinaire. J'ai un souvenir d'une liberté de parole formidable. Dominique, on a bien compris. Mais par contre, ma génération, la génération 68, je le dis d'un mot, je trouve qu'elle a occupé beaucoup trop de terrain, beaucoup trop d'espace. Elle a castré... Depuis le début de l'émission... C'est bien vrai. Je parle sur l'histoire des idées. Ah bon. Elle a beaucoup trop castré 2 générations derrière, et je ne suis pas fier de ma génération, au sens où on a le sentiment, non seulement on a gardé le pouvoir, on l'a pas transmis trop tôt, on a cru qu'on était au cœur de l'histoire. Je dis pas que c'est secondaire au niveau mondial, mais tout de même, c'était pas une guerre, et je trouve qu'on a manqué de modestie parce que la face du monde a changé, et on ne peut pas castrer des générations derrière en disant finalement, vous n'avez rien vécu de formidable, c'est nous qui avons tout vécu. Je trouve que ma génération manque de modestie. Moi, je voudrais dire une chose. D'abord, je n'ai pas vu je n'ai pas vu que les tenants de mai 68 aient eu le pouvoir en France, mais bon... Le pouvoir culturel, ah bah oui, alors ça, il a raison, alors franchement. Le pouvoir politique, François Mitterrand était 68 ans, Jacques Chirac était 68 ans, attendez, excusez-moi, mais j'ai dû faire une erreur. On va demander son avis à Nadir Djenad, qui lui n'était pas contrairement... On va demander son avis à Nadir Djenad. Comment il s'appelle, s'il vous plaît. On va demander son avis à Nadir. Pour une fois, il a raison. Bon. Bon, un petit peu de calme. On va demander son avis à Nadir Djenad sur cette fameuse génération de 68, lui qui n'était pas né en 68. Oui, effectivement. Je la trouve narcissique, cette génération. Bon, alors, elle a pris le pouvoir, cette génération? Elle est castratrice, cette génération? Écoutez, je ne répondrai pas là-dessus, mais moi... Oui. Ce que je remarque sur ce qui se dit... Ce qui s'écrit, ce qui se dit sur mai 68, c'est que j'ai le sentiment, moi, maintenant ça peut être débattu, que les sympathisants de gauche accordent beaucoup plus d'importance à mai 68 que les sympathisants de droite. On entend beaucoup plus, par exemple, des responsables politiques, par exemple, issus de la gauche ou de l'extrême gauche parler de mai 68, parler de que les sympathisants de droite. J'ai le sentiment qu'à droite, cet événement mai 68 est quelque chose qui est resté en travers de la gorge, qui n'est jamais passé et qui a été un traumatisme, un traumatisme, façon de parler, mais qui a vraiment été quelque chose, un événement historique qui est... Moi, j'ai une question à poser à l'historien, entre guiguillemets. Entre guillemets. Vous qui vous piquez d'histoire, Éric Zemmour, comment expliquez-vous que pendant des années, beaucoup de gens nous ont expliqué... Non, on peut plus... Merci, Francis. Vous qui vous piquez d'histoire des aides, comment est-ce qu'on peut expliquer que pendant des années, on nous a parlé de mai 68, un peu dans les termes dont Dominique Volton vient de nous en parler, c'est-à-dire que, pour moi, mai 68, puisque j'ai un âge où j'étais en âge adulte, où je l'ai vu et vécu, c'est d'abord une grève générale de 7 millions de personnes. Et on nous parle toujours des étudiants, on nous parle de... Alors, comment on explique cette espèce d'effacement d'un mouvement social, d'un mouvement social de 7 millions de salariés? C'est à moi que j'ai posé la question, Dominique. Merci, Dominique. Moi, je trouve que c'est la vraie question sur l'après mai 68. Il aurait une promotion, lui aussi. Absolument. Faut pailloter un peu. Bon, allez. Non, mais sérieusement 2 minutes. Je pense qu'il y a eu un conflit derrière l'affrontement
avec le général de Gaulle, le vrai affrontement était au sein de la gauche, entre les deux gauches, la gauche ouvriériste et communiste, contre la gauche étudiante et ce qu'on appelait gauchiste, voilà, gauchiste à l'époque. Les fameux gauchistes. Exactement. Il y a eu un affrontement pendant mai 68 pour, la direction de la classe ouvrière, qui s'est réglé le jour où les étudiants sont allés à Billancourt pour rencontrer les ouvriers et que symboliser et que la CGT, oui, absolument, et que la CGT leur a claqué la porte au nez et qu'ils ont été obligés de retourner. Donc là, le Parti communiste sur le jour même, pendant la période, a gagné la bataille. Je pense qu'elle s'est jouée ensuite, parce que là, le Parti communiste a perdu la bataille. Là, je suis d'accord avec Dominique, elle a perdu la bataille culturelle. Les gauchistes, les étudiants, les intellectuels ont gagné cette bataille culturelle dans les années 70, dans le mouvement, dans le mouvement contre le totalitarisme. Je pense que ce mouvement-là. Je pense aussi que, si vous voulez, en 68, on croit qu'il y a deux mouvements. Il y a un mouvement libertaire, féministe, etc., libertaire, bon, et un mouvement ouvrier. On croit sociétal et social, comme on dira après. Et ce mouvement s'est pas rencontré le 13 mai 68. On croit, si justement, on croit justement qu'ils sont conciliables, alors que moi je pense que les années postérieures, on pouvait. Ils étaient inconciliables. Ils n'étaient pas inconciliables. C'est que le mouvement sociétal a détruit Attends, laisse-moi dire 2 minutes. A détruit le mouvement social. J'explique très vite. Je pense que les années 70, qu'est-ce que c'est? C'est l'entrée dans le monde du travail des femmes, également la continuité, massive des femmes dans le monde du travail, du salariat. Oui, mais d'accord, avant, ça commence en 65, mais bon, c'est des immigrés, etc., de plus en plus nombreux, etc. Et tous ces mouvements-là, en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet au capitalisme, au patronat, d'avoir ce que Marx appelait une armée de réserve du capitalisme, et donc de briser les revendications des ouvriers. Et donc je pense que, si vous voulez, le mouvement sociétal, libertaire, a détruit. Je pense qu'ils ont été les idiots utiles. Non, c'est une interprétation, je pense. Alors, dès 78, Régis Debray faisait cette interprétation. C'est-à-dire on a compris. On s'arrête là parce qu'il nous reste je finis une phrase. C'est la thèse de Régis Debray qui est pour moi la bonne, c'est-à-dire que en détruisant l'État, la nation, le patriarcat, la famille traditionnelle, ça s'appelle les valeurs. Exactement. Ils ont détruit les derniers remparts au règne du marché. Jusque là tout allait bien, mais là, ça devient pire en pire. Je dis ce que je pense. S'il vous plaît. Je dis ce que je pense. Nadir Djenad, je vois Nadir Djenad qui sourit doucement, qui regarde ces espèces d'énergumènes. Du marché mondialisé, sans frontières, et que, voilà, c'est ça. Alors, on va y revenir. Moi, j'ai une question à poser à Francis Laloupeau, et à Francis plus particulièrement. On parle souvent de mai 68, mais moi, j'ai remarqué que l'année 68, c'est le Mexique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le printemps de Prague, la guerre du Vietnam et les manifestations anti-guerre du Vietnam aux États-Unis. Est-ce que c'est francophone, mai 68? Est-ce que c'est seulement franco? Est-ce qu'on ne regarde pas notre nombril? Ou est-ce que c'est pas un mouvement mondial? Et si c'est un mouvement mondial, ça pose un autre problème. Parce que ça pose le problème des cycles historiques, quelque part. Mais il s'agit de cycles historiques. Il s'agit d'une révolution. On parle bien d'une révolution. C'est pour ça qu'au fond, quand on revisite mai 68 aujourd'hui, et quand on pose la question aux jeunes qui manifestent dans les rues en leur demandant est-ce que vous pensez que ça va redémarrer comme en 68? C'est une aberration totale, parce que justement ce qui distingue mai 68 de toute la manifestation, disons, ordinaire, c'est justement son caractère unique, donc non reproductible. C'est une révolution. Donc. Voilà. Et mai 68, une révolution, du coup. C'est une révolution, c'est une faille, c'est une rupture. Une brèche. C'est une brèche, c'est un séisme dont les ondes se sont propagées partout dans le monde. Moi, je crois qu'il y a des moments comme ça de rupture dans l'histoire. Des ruptures au sens, justement, pour une fois, absolument juste et vérifié. Rupture mai 68, il y a eu une rupture ensuite en 89 avec 90, mais la chute du mur de Berlin. Donc il y a la mémoire humaine post-68, il y a une autre mémoire humaine post-chute du mur de Berlin. Donc je veux dire que du point de vue analytique, du point de vue historique, nous parlons bien d'une brèche, enfin pas d'une brèche, d'une faille sismique, d'une rupture dans l'histoire.
Donc rien n'est plus comme avant, il y a avant et après. Je pense qu'il faut d'abord observer ça de façon apaisée, calme de ce point de vue-là, et ensuite faire le bilan de tout ce que cette révolution a apporté. Avec, évidemment, il n'y a pas de révolution parfaite. Alors pour revenir à votre question initiale, évidemment, il n'y a pas un mai 68, il y a des mai 68. Des mai 68 à travers le monde, notamment en Afrique d'ailleurs. 68 fut une année déterminante, je veux dire, pour les révoltes, la première grande révolte d'étudiants, la première rencontre tripartite entre étudiants, autorités, et puis surtout la montée des idéologies, en Afrique. Je prends le cas du Sénégal par exemple, ce qui s'est passé dans les écoles, dans les études, dans les universités, dans les lycées en mai 68 a inspiré fortement ce qui deviendra bientôt, quelques mois plus tard, peu de temps plus tard, le multipartisme au Sénégal, c'est-à-dire l'adoption par le Sénégal d'un système démocratique, par exemple. Et on le doit à mai 68 et à tous ces enfants qui, en ce moment-là, rentraient dans une forme de maturation idéologique et qui transformera l'Afrique, parce que l'Afrique entrera bientôt, à partir des années 70, dans une ère des idéologies, avec le partage de l'Afrique entre l'Afrique verte, c'est-à-dire plutôt pro-capitaliste, et une Afrique rouge, qu'on disait plutôt pro-soviétique, par exemple, etc. Donc voilà, donc c'est un phénomène absolument mondial, et le mémoire mondial de mai 68, je pense que de ce point de vue-là, il faut d'abord s'incliner, avant de porter des critiques qui sont parfois, je dirais, d'un niveau plutôt contestable. Juste pour compléter, il faut distinguer le plan national dont on a parlé du plan mondial. C'est sûr qu'au plan mondial, c'est une révolte culturelle, ça c'est sûr, elle a fait des petits partout, c'est la liberté, c'est la révolte, et c'est un symbole mondial dans l'histoire à très juste titre, comme la chute du mur, et ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Autrement dit, c'est rentré dans l'imaginaire politique mondial, et il y aura des dates comme ça, comme la Libération, comme 1936, etc. Mais par contre, en France, ce qui est intéressant, il y a eu ça en France comme ailleurs, mais en plus, on a une lutte sociale, ce qui a été rappelé par Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un mouvement social classique, et les deux se sont plus ou moins bien articulés. Et vous avez des pays où vous aimez l'articulation qui marche bien entre un mouvement de revendication sociale forte et un mouvement culturel. Mais le plus important, je crois, et c'est en ça que c'est resté dans l'imaginaire mondial, c'est que c'est vrai qu'il n'y avait pas que la France, il y avait cette espèce de révolte mondiale, et je crois que c'était la première forme de la mondialisation des utopies. Et c'est pour ça que c'est fort, mai 68, c'est une utopie d'émancipation. Alors on peut trouver qu'après il n'y a pas eu ce qu'on voulait, bien sûr, mais si vous voulez, moi, dans l'histoire du monde, je trouve que vous avez deux philosophies toujours qui s'opposent. Vous avez ceux qui, quelque part, disent, mais à quoi ça sert tous ces mouvements d'émancipation, parce que finalement, ça fait des dictatures, et vous avez ce qu'on appelle des pensées conservatrices. Je ne dis pas ça de manière critique. Puis vous avez d'autres philosophies, auxquelles moi j'appartiens plus, que de dire, bien sûr, les philosophies d'émancipation, de révolte ont souvent fait des choses horribles, mais l'homme est ainsi fait qu'il a besoin de se révolter, de croire qu'il peut se révolter, et ces grandes dates sont symboliques. Et mai 68 appartient à ce deuxième patrimoine. Par contre, pour revenir à votre première question, je trouve que ma génération en France de 68 a un peu trop... occupé trop de place et a fait... Moi j'ai une question à poser à Éric Zemmour en forme de provocation, bien sûr, mais c'est pour faire avancer le débat. En 2008, est-ce qu'on peut encore imaginer une manifestation au cri de « Nous sommes tous des juifs allemands » Oui, non seulement on peut l'imaginer, mais on a fait que ça depuis 40 ans. C'est déjà pas mal, hein. C'est-à-dire que... oui, moi je pense qu'il y a deux slogans emblématiques de 68. C'est CRSSS, c'est-à-dire que toute autorité est délégitimée parce qu'elle est fascisée. Oui. Et... On est revenu là-dessus. Dominique Volter. Est-ce que vous pouvez laisser Éric Zemmour s'exprimer? Non, mais c'est pas le même niveau. Et quel est le deuxième? Et le deuxième, c'est « Nous sommes tous des juifs allemands ». Je détaille. C'est-à-dire que depuis, tout le monde veut être juif, et on a symboliquement, on a associé le juif à la victime absolue, et donc tout le monde veut être juif, tout le monde veut être victime. Maintenant, c'est plutôt palestinien. Oui, mais les Palestiniens imitent les juifs. Mais les Palestiniens imitent les juifs. Ils parlent de Nekba, mais symboliquement. Ils parlent de Nekba comme la Shoah, mais bien sûr, la sémantique, ça a un sens. Ne nous éloignons pas trop parce qu'on revient à un autre débat. La question, c'est de savoir, par exemple, j'ai posé ma question autrement. Il n'y a pas des manifestations sur les sans-papiers comme il y en a eu à l'époque pour le retour de Cohn-Bendit en France, par exemple. Je finis, Jean-Marc, justement. Tu me laisses finir, ça serait bien. Nous sommes tous donc des juifs, j'ai dit, maintenant des Allemands, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de sortir du roman national français dans le mouvement 68-1, en tout cas non pas chez les ouvriers, mais chez les étudiants et les gauchistes. Et je pense qu'il y a donc une volonté, c'est en cela qui sont les idiots utiles, entre guillemets, de la mondialisation libérale. C'est-à-dire qu'ils vont faire la mondialisation
internationaliste, cosmopolite, etc. La volonté de sortir de ce qu'ils appellent le révolution manquée, vous parlez de réaction alors, de retour en arrière. Mais moi je pense que c'est une vraie révolution, mais une révolution contre le roman national français. Je pense qu'à partir de là, il y a la haine. La France n'est pas le centre. Mais je sais, mais il me pose la question sur la France. Non, il me parle sur les Juifs allemands. Donc, si on peut parler du monde, vous concluez là parce que j'entends dans mon oreillette qu'il nous reste. Donc je pense qu'au contraire, depuis 40 ans, on ne fait que ça. On ne fait que ça, manifester pour les Juifs allemands, et que, au nom de nous sommes tous des Juifs allemands. Donc c'est au contraire, je pense qu'on a ainsi dénaturé le roman national français. Voilà, on me dit qu'il nous reste 3 minutes d'émission. Francis Laloupeau. Juste répondre à Eric, mais enfin bon, je réponds en parallèle un peu à ce qu'il vient de dire. Et chacun a sa mémoire de 68. Hein. Vous avez retenu 2 slogans, moi j'en ai retenu. Mais il était en culotte courte. Hein. Oui, c'est vrai, j'étais à l'école. Il était à l'école, et maman lui mettait une taloche, il essayait de traîner dans la rue de Léo. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est vrai. C'est fini. Je sais que ça va vous manquer, mais je pense que vous aurez voulu parler de la liquidation des 68 que certains ont proposé. Bon, je veux dire que quand on parle de révolution, de moments d'histoire comme ça, on ne peut pas liquider l'histoire. Vous savez très bien, on ne liquide pas l'histoire ni la mémoire collective. Hein. On voit bien à quoi vous faites allusion. Voilà. On va conclure là. Il nous reste 2 minutes d'émission, vraiment. Donc cela était possible. Alors ça, c'est réglé. D'autre part, Eric a retenu 2 slogans, dont SS. Alors moi, j'ai revenu là. Et quel est votre slogan préféré? Exactement. Voilà. Chacun a sa mémoire de mai 68. Alors moi, j'en ai retenu un, c'est un slogan de Libertad qui dit les yeux clos et le corps volatilisé. Il faut sentir chacune de nos cellules hurler son désir de vie. C'est bon. C'est moins connu. C'est ça l'utopie collective. C'est moins connu.